Alors, étape 1, se connecter à ces données. Grand A, charger les tables de données. Donc, on va se mettre dans notre desktop, on va commencer avec un nouveau fichier. Et donc, pour créer les tables de données, où est-ce que ça se passe? Dans le ruban, la partie accueil, données externes. Toujours à cet endroit-là pour la partie connecter les données. Donc, ensuite, il y a plusieurs options, hein, ça dépend de la source et de la nature de vos données. Donc, on va partir des sources les plus plates, les plus simples, vers les plus originales. On va faire un petit tour d'horizon de ces sources de données. Donc, je vais cliquer sur obtenir les données. Ça me permet d'avoir les listes. Et donc, on voit qu'on peut se connecter à des données très diverses. Donc, d'abord des fichiers plats classiques, donc Excel, des fichiers de texte, des fichiers XML ou des fichiers JSON, qui peuvent aussi bien être rassemblés dans des dossiers, donc dossier sur votre PC en local, ou alors dossier partagé sur le réseau de votre entreprise, ou alors un dossier SharePoint. Voilà pour les fichiers plats classiques. On peut aussi se connecter à des bases de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir se plugger, se connecter à ces bases. Donc qu'elles soient sur un serveur, hein, une base SAP, une base Redshift, IBM ou Oracle, ou une base stockée sur votre PC. Donc par exemple une base Access que vous hébergez en local, ou même rien ne vous empêche d'héberger une base de données Postgres en local, etc. Ensuite, on a toutes les données liées à Azure. Alors Azure, c'est un cloud qui est dédié aux entreprises. Donc c'est plus qu'un cloud, c'est aussi tout un ensemble de services et d'applications qui sont liés à ce cloud. Et évidemment, puisque c'est une solution de Microsoft, il y a un lien assez fort qui a été développé avec Power BI. Donc le service le plus utilisé, c'est la base de données SQL stockée dans Azure. Mais on retrouve aussi d'autres services, par exemple le Azure Data Lake Store, ça c'est tout nouveau, c'est sorti en octobre 2017 et c'est un espace de stockage qui a la particularité de pouvoir stocker de très très gros volumes de données. Donc c'est voué au big data, enfin c'est plutôt voué au big data. Et ce que j'entends par très très gros volume, c'est que par exemple la taille maximale d'un fichier, elle peut aller jusqu'à 1 pétaoctet avec ce service. Donc 1 pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets. Donc voilà, il y a quand même de la place. Et voilà, bon, je m'égare un peu, donc je ferme la parenthèse. Voilà pour les services Azure. Après, on a les services en ligne. Donc ça, c'est un gros point fort. On peut se connecter à Salesforce, à Google Analytics, à Facebook, à Mailchimp, Stripe, Twilio. Voilà, on retrouve les grands noms des applications utilisées dans le monde du web. Il vous suffit de rentrer votre login et après vous avez accès à la structure des bases de données qui sont mises à disposition. Donc on va pouvoir sélectionner des tables et des champs et donc se connecter à ce type de données. Et après il y a d'autres choses qui sont pas classées. Donc on va les parcourir ensemble. Donc Vertica, c'est un outil de big data. Le web, important aussi, on peut copier un URL et récupérer des tableaux de données qui sont sur une page web. Donc je vous montre ça dans quelques instants. Les flux OData, donc OData comme Open Data. Alors ça, c'est un protocole de requête et de modification de données. Donc les données sont sur une base de données, évidemment, mais ce sont des bases de données qui sont disponibles via le web, donc via le protocole HTTP. Ça, c'est les flux OData. Active Directory, ça c'est un annuaire pour un annuaire d'une série de machines qui sont en réseau et qui sont sous Windows. Microsoft Exchange, donc la messagerie professionnelle qui est hébergée sur des serveurs Exchange. Hadoop, c'est un framework de big data. Spark aussi. Spark, d'ailleurs, qui a été développé par l'université de Berkeley, puis ensuite qui est utilisé par Apache actuellement. Les scripts R, alors R, c'est un langage dédié aux mathématiques, aux statistiques. On peut faire plein de choses avec le langage R. Entre autres, on peut s'en servir pour se connecter à des données. Voilà, mais ça sert aussi par exemple pour les visuels dynamiques, pour pouvoir en personnaliser certains, ça on y reviendra un petit peu plus tard, dans la partie 4, dans l'étape 4. ODBC comme Open Database Connectivity, donc ça c'est une manière de faire communiquer deux bases de données qui sont différentes, en tout cas qui sont pas faites pour se parler. L'exemple classique, c'est quand par exemple vous utilisez vous travaillez sur des données SAP dans Access ou dans Excel. Donc vous avez importé dans votre modèle, dans votre classeur Excel ou dans votre base de données Access des données SAP. Donc bien souvent pour faire ça on utilise un procédé ODBC. On a aussi l'OLEDB, donc ça ce sont les API. Donc si vous vous connectez à des données via une API, ce qui est quand même très fréquemment le cas dans le monde du web, c'est par là. Et donc vous pouvez aussi partir d'une requête vide, mais bon, globalement, vous avez quand même de bonnes chances de pas avoir à créer votre requête de zéro et de pouvoir utiliser donc un système de connexion aux données plus simple comme ceux que je viens de balayer. Donc on va passer à la pratique maintenant et je vais prendre quelques exemples. Je vais me connecter à différentes sources de données.
Voilà, donc premier cas, si vous avez des données qui ne bougent pas, qui bougent jamais, et que vous voulez les copier-coller, donc à partir d'un fichier Excel par exemple. Dans ce cas, donc vous appuyez sur Entrée des données, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre, et vous allez pouvoir donner un nom à votre table, et ensuite coller vos données tout simplement. Donc ici par exemple, j'ai un fichier Excel avec des coordonnées géographiques de villes du Bouches-du-Rhône. Et donc j'ai peu de chances quand même qu'elles évoluent, ma base est assez exhaustive, et donc je vais pas avoir besoin de faire des ajouts ou quoi que ce soit. Je considère que ma base est figée. Donc je vais copier tout ça et je vais le coller dans ma fenêtre. Donc je peux le coller à partir de tout en haut là pour que ma première ligne soit directement considérée comme une en-tête, ou alors si je colle à partir de la deuxième, c'est pas grave. J'ai aussi un message en haut là qui me permet donc dès ce stade de définir ma première ligne comme une ligne d'en-tête. Donc les champs de cette table, la table que je vais créer, vont prendre le nom des colonnes de mon fichier Excel, quoi. Donc là, je peux appuyer sur charger, ça va créer ma table directement, ou alors je peux cliquer sur modifier. Si je sais que j'ai des traitements à faire sur mes données, j'ai envie de supprimer des colonnes, de retravailler certains types de données, etc., etc. Donc ça va ouvrir une deuxième fenêtre qu'on appelle l'éditeur de requêtes. Mais ça, je vais pas le faire tout de suite parce que c'est l'étape 2, ça. C'est l'étape 2 sur 5. Et là, on est à la première. On est au grand tas de la première étape. Donc, je vais me concentrer sur la première étape et on verra plus tard l'éditeur de requêtes. Donc, je clique sur charger et donc ma table va apparaître dans mon projet et ici sur la droite. Je retrouve la table et les champs et je peux cliquer dessus et visualiser si je le souhaite. Voilà. Maintenant, deuxième cas, deuxième source de données, le fichier Excel. Donc je prends l'exemple d'un fichier Excel, mais c'est exactement le même process pour d'autres fichiers plats, hein, évidemment. Donc ici j'ai un gros fichier avec mes produits, donc c'est mon référentiel, c'est ma base article, et donc cette base elle évolue, donc je peux supprimer des articles, je peux modifier certaines caractéristiques des articles, etc. Donc je l'ai stocké sur mon PC. J'aurais très bien pu le stocker sur le serveur de mon entreprise, par exemple. Et je veux synchroniser ce fichier avec mon rapport. Donc je veux que si j'ajoute des lignes, ou si je fais des modifications quelles qu'elles soient à mon fichier, et que je rafraîchis mon rapport, je veux que les deux soient d'équerre, quoi. Donc je vais faire obtenir les données, fichier Excel. Je sélectionne mon fichier sur mon ordinateur. Voilà. Je clique sur ouvrir et on me propose ici autant de tables que j'ai d'onglets. Donc si j'avais prévu dans mon fichier aussi par exemple des tableaux de données, si mon fichier contenait des tableaux de données, on me les aurait aussi proposés en plus des onglets. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse, j'ai un aperçu sur la droite donc je peux comme ça sélectionner. Et puis donc par petite précision, si je sélectionne deux onglets, je vais créer deux tables différentes. Donc par défaut, le nom des tables créées automatiquement c'est le nom de l'onglet d'où proviennent les données, mais vous pouvez aussi, une fois que les tables sont chargées, vous pouvez évidemment renommer vos tables en allant dans la partie champ, sélectionner la table, clic droit, et là vous pouvez renommer la table comme vous le souhaitez. Voilà, pour vous montrer quand même qu'il y a bien un lien dynamique entre mon fichier et mon rapport Power BI Desktop, on va faire un test. Donc dans ma table ici, si je vais dans la vue de table, je peux voir ici en bas que j'ai 120 lignes, ma table contient. Et donc je vais ouvrir mon fichier Excel, je vais en supprimer quelques-unes, voilà, je prends au hasard, j'en supprime 5 là. Et puis je vais enregistrer et je vais fermer mon fichier Excel. Voilà. Maintenant, je vais actualiser mon rapport, donc je vais appuyer sur ce magnifique bouton qui fait vraiment un travail incroyable. Il va aller actualiser le rapport en fonction des données. Donc il va se connecter à la source et il va mettre à jour ma table. Donc il faut bien prendre soin avant d'actualiser, de fermer son fichier. Pourquoi ? Parce que s'il est ouvert, ça veut dire qu'il est en cours de modification et donc quand Power BI se connecte à ce fichier, il va voir qu'il est en cours de modification, donc entre guillemets il sait pas quoi faire. Donc il va stopper le processus, il va vous remonter une erreur. Donc voilà. Voilà, j'ai actualisé et je vois que les lignes que j'ai supprimées, donc elles ont bien disparu de ma table puisque maintenant j'ai moins de lignes que tout à l'heure. Voilà. Exemple suivant, un exemple web. Donc simplement pour vous montrer qu'on peut récupérer des tableaux de données qui figurent dans des pages web. Donc par exemple, moi j'aime bien le ski et j'ai vu que sur les sites de la Fédération internationale de ski, il y a des tableaux de classement. Et voilà, j'aimerais bien les récupérer, j'aimerais bien que quand je rafraîchis mon rapport, ces données elles puissent se mettre à jour aussi.
Donc ce que je vais faire, je vais rentrer l'URL de la page web. Donc je vais dans obtenir des données web, je vais coller l'URL et on va voir ce qu'il me propose. Donc je vois qu'il me propose des tableaux. Il me propose en fait autant de tableaux que la page web contient de tableaux évidemment. Et donc là, par exemple, ça m'a tout l'air d'être le classement actuel de la Coupe du Monde. Donc il me plaît bien ce tableau, je vais le cocher et voilà. Donc c'est ça, je le retrouve ici sur la page web. Donc voilà, ça marche aussi bien avec n'importe quel autre site, autre que des sites sportifs évidemment. Exemple suivant, je vais prendre l'exemple d'un dossier. Alors ça, c'est le cas où vous avez plusieurs fichiers qui ont la même structure, que vous rassemblez dans un dossier et vous souhaitez à partir de ces fichiers créer une seule table. Donc typiquement des extractions d'un système qu'on fait tous les mois, toutes les semaines, enfin voilà, à intervalles réguliers. Et vous souhaitez pouvoir vous connecter directement au dossier. Donc il n'y a pas besoin d'aller recoller toutes les nouvelles données dans un seul gros fichier qui nous sert un peu de master. Il n'y a pas besoin non plus d'ajouter une source tous les mois, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on fait, c'est que, par exemple ici, j'ai des données donc de vente sur 2 pays, donc sur plusieurs périodes, et je vais sur obtenir des données, dossier, je vais sélectionner le chemin de mon dossier, et je vais retrouver les caractéristiques des fichiers que je veux combiner. Donc je peux combiner directement, et j'ai bien... Alors ça prend quelques secondes parce que forcément il travaille un peu à combiner toutes les données, mais j'ai bien toutes les données des fichiers de mon dossier qui sont combinés dans une seule table que je peux charger. Voilà, même chose, ça prend quelques secondes, mais au final j'ai ma table. Si j'ai fait des modifications dans un ou plusieurs fichiers de mon dossier, évidemment j'ai besoin de réactualiser mon modèle pour que puisqu'on n'a pas programmé, en tout cas pas encore d'actualisation automatique, donc il faut actualiser, sinon évidemment il se passe rien. Voilà pour les dossiers, quand même très pratique cette connexion à cette source de données multiple. Pour les services web, les exemples liés aux services web, donc c'est le même process. La différence c'est qu'on va vous demander des informations de connexion, donc par exemple votre compte Google Analytics, etc. Et ensuite on va vous proposer des tables. Vous avez en fait accès à l'architecture des tables qui sont proposées dans le cadre de ces services-là. Donc après vous pouvez sélectionner vos tables et vos champs et ensuite avoir accès à ces données-là. Donc voilà, le process est assez similaire. Rien vraiment de compliqué là-dessus, quoi. N'oubliez pas non plus de vous renseigner dans la documentation Microsoft, donc doc.microsoft.com, parce qu'il y a quand même beaucoup de documents sur les sources de données. Je peux pas tous les balayer, mais voilà, n'hésitez pas non plus à regarder dans la documentation qui est quand même bien faite. Une précision justement, Power BI manipule des tables de données, donc il peut arriver, et c'est ce qu'on fait aussi quand on fait par exemple pas mal de Excel, il peut arriver que vos données elles soient pas sous forme de table de données, parce que intuitivement, on a tendance à remplir des tableaux. Par exemple ici, donc dans mon cas, j'ai pas une table de données, ici j'ai un tableau, même s'il est tout petit, c'est pas une table, c'est un tableau de valeur à 2 dimensions. Donc voilà, pour le mettre sous forme de table de données, il faut que je le restructure, donc c'est ce que je vais faire. Et dans mon cas, j'ai besoin donc de faire 3 lignes par année et d'avoir chacun de mes produits sur une ligne et non pas une ligne par année avec mes 3 produits sur une seule ligne. Donc voilà, je prends le temps de remettre mon fichier, mon tableau, sous forme de table. Je peux le faire à la main, mais je le fais à la main pour vous montrer la structure attendue par une table de données. Mais et c'est un tout petit exemple, mais j'ai pas envie d'avoir à refaire cette manipulation à chaque fois que je vais automatiser mon fichier. Donc heureusement, Power BI me permet de gérer ce type de tableau de données et de les transformer du coup en table de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger ce tableau ici dans Power BI. Donc je vais le charger de manière classique, comme je vous ai montré tout à l'heure, à partir de mon fichier Excel. Et puis ensuite, on va ouvrir l'éditeur, ou alors je vais le coller d'ailleurs directement, je vais entrer des données. Et ensuite, on va ouvrir l'éditeur de requêtes en cliquant sur modifier les requêtes, et voilà. Et ensuite, je vais sélectionner ma table. Et je vais cliquer ici sur ce petit bouton « Supprimer le tableau croisé dynamique des colonnes ». Et voilà, ici, Power BI m'a transformé mon tableau à 2 dimensions en table de données, donc à 1 dimension. Et donc là, je peux cliquer sur « Fermer et appliquer » et mes données sont maintenant 100% exploitables
sous forme de table de données. Ça, c'est quelque chose d'important. N'oubliez pas cette petite manip, elle est quand même très 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 utile. Donc, en synthèse, sur notre reporting, voilà, sur notre étape 1, charger les données. Alors ne vous précipitez pas vers la création du modèle relationnel qui est notre grand B. Prenez le temps de valider cette étape via cette checklist. Alors première chose, demandez-vous si vous avez bien toutes les données nécessaires à vos travaux dans votre modèle. Est-ce qu'on a bien tout chargé? C'est toujours plus facile de valider chaque étape et de passer à la suivante plutôt que de faire continuellement des mélanges entre les étapes avec du coup le risque qu'un changement dans un élément d'une étape vienne remettre en cause d'autres étapes. Voilà. Et l'exemple typique, c'est « Oups, j'ai oublié telle table de données et je dois l'ajouter à mon modèle ». Et ça, on s'en rend compte 3 étapes plus tard. Et donc, ça peut avoir une incidence sur son modèle, sur des calculs qu'on aurait déjà fait, etc. Donc, vaut mieux vraiment prendre les choses étape par étape et valider cette checkbox. Voilà. Il faut que vous ayez sous la main tout ce qui sert à étudier votre phénomène. Et dans ce cas-là, vous pouvez regarder la checkbox suivante qui est la présence de vos référentiels. Donc c'est très bien d'avoir vos données, mais il faut aussi vérifier que vos référentiels sont là, notamment un calendrier. Ça, vous pouvez le créer vous-même dans Excel, mais bon, je vous conseille plutôt de le faire une bonne fois pour toutes dans Power BI. Je vous montrerai comment on fait ça dans l'étape 2. Et aussi les référentiels géographiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir aussi dès le départ, c'est quand même plus confortable. Vous retrouvez d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser, que vous retrouvez des bases de données avec des listings de villes et des coordonnées géographiques et plein de données qui sont relatifs à la géographie. Tout ça pour pouvoir représenter sur une carte des données liées à du coup une géographie également. Je vous conseille une source quand même très fiable, c'est d'aller sur le site datagouv.fr. Vous retrouvez notamment la liste des communes géolocalisées par région, département et circonscription. C'est disponible au format CSV, donc il n'y a vraiment pas de problème pour le charger dans Power BI. Et voilà, c'est quand même une très bonne source pour tout ce qui est référentiel géographique. Et enfin, dernière petite chose, essayez d'actualiser votre modèle, comme ça vous vérifiez que tous les liens fonctionnent bien, que tout est OK. Et donc ça vous permet de nous assurer que tout ça, toute notre grand tas de notre étape 1 est sous contrôle et qu'on peut passer à la partie B de cette première étape qui est créer le modèle relationnel des données.